Salut à tous les amis, c'est Jean-Mi et bienvenue dans le deuxième numéro de notre émission Un jour une profession. Le podcast où nous explorons les carrières et les parcours inspirants de professionnels. Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial dédié aux expatriés. Nous avons le plaisir d'accueillir Christophe, qui va partager avec nous son incroyable expérience de vie et de travail à l'étranger. Christophe a quitté la France pour s'installer à Singapour, à 10 000 km de son pays d'origine. Et il va nous raconter les défis qu'il a surmontés, les leçons qu'il a apprises et les moments marquants de son aventure en tant qu'expatrié. Que vous soyez curieux de connaître la vie d'un expatrié ou que vous envisagiez vous-même une telle aventure, ne manquez pas ce témoignage captivant et riche en enseignements. Préparez-vous à voyager avec nous à travers les expériences uniques de notre invité. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Salut Christophe. Salut. Salut mon petit Jean-Mimi. Comment tu vas ? Ah bah écoute, tranquillement. Je vais te poser la première question. Vas-y. Avant tout. Fais-toi plaisir. Comme d'habitude. Comment ça va ? Bah écoute, on fait aller tranquillement, on est ensemble. On est là pour une occasion spéciale. Ouais. On est tous les deux invités à cette occasion spéciale. Exactement. Et puis voilà. Pour tout vous dire les amis, on est dans un endroit spécial. J'ai un petit peu déménagé pour cet enregistrement. Nous sommes dans le Vaucluse. Pour tout vous dire, Christophe est un ami d'enfance, un de mes meilleurs amis de longue date. On se connaît depuis 20 ans. Et dès qu'on se voit, c'est toujours sympa. On arrive à se voir à peu près une fois par an parce que vous savez que je l'ai invité en tant qu'expatrié vivre à Singapour. Et là, on est dans le Vaucluse pour le mariage de notre meilleur pote. On est un groupe de 3. Et donc, je me suis dit que ce serait cool qu'on puisse faire une petite intervention avec lui. Un petit podcast des familles, là, comme ça, là, tranquillement. Voilà, exactement. Donc voilà, on est bien. En réalité, on est dans dans un appartement, dans une petite bâtisse, tout en pierre. Et du coup, c'est parfait parce que le son est nickel. Donc on est bien, on est vraiment bien. Et je suis très content de faire ça avec lui et de faire ça à cet endroit. C'est quand même incroyable parce qu'on est dans un tout petit village à Grand-Bois dans le Vaucluse, magnifique. Et donc ça sera bien. Et donc c'est pour ça que je te demandais comment ça va. Bah moi, écoute. L'arrivée en France, comment ça a été ? Bah l'arrivée en France un peu épique, un peu malade pendant le voyage. Bon, c'est comme ça. Hein. Combien d'heures de vol ? Alors de Singapour, parce que j'ai dû faire une escale en Allemagne, donc de Singapour jusqu'à Munich, environ 12 heures, 12 heures et demie, 13 heures, allez, on va dire 13 heures. Et après de Munich à Nice, 2 heures. Ok. Voilà, donc on va dire grosso merdo, on va dire 15 heures. Ok. 15 heures de vol. Ça fait un voyage. Hein. Ah, ça fait long. 10 000 km. Hein. Ouais, 10 500. 10 000 bornes, ouais. 10 500. Donc aujourd'hui, si tu devais te donner une note d'humeur, vraiment du jour, hein, Oui. ce serait laquelle ? Une note ? Oui, sur 10. Sur 10 ? Ah, je me mettrais bien à un bon 9. Ah ouais, toi aussi, 9 sur 10 ? Un bon 9. Et pourquoi ? La perfection n'existe pas. Donc 10, c'est jamais impossible. C'est toujours impossible de l'avoir. Ouais. Mais un 9, voilà. On est entre potes. On rigole tous. On s'est tous réunis. Occasion spéciale pour le mariage. Et que demande le peuple ? Ouais, c'est Pas vrai. bien là comme ça ? Puis en vrai, on se voit qu'une fois par an, C'est ça. que 2-3 jours. C'est ça. Donc ça fait toujours plaisir en vrai à chaque fois de se voir. Hein. Ouais, c'est ça. De se voir ta petite tête. Ta petite tête. Voilà. Non, mais c'est cool, c'est cool. Bah écoute, moi je te connais, mais les gens qui nous écoutent te connaissent pas. Ok. Donc comme on a dit, tu vis maintenant à Singapour. Ouais. Mais présente-toi un petit peu. Alors, moi, voilà, mon nom c'est Christophe. Donc j'ai 32 ans. Comme a dit Jean-Michel, maintenant je vis sur Singapour officiellement depuis 5 ans. Et avant d'aller à Singapour, je faisais beaucoup de missions en Afrique, plus précisément, vu que je travaillais dans le secteur pétrolier auparavant. Donc j'ai un peu bourlingué, j'ai un peu roulé ma bosse un peu à droite à gauche. Et puis voilà. Mais justement, en parlant de ça, quel a été ton parcours scolaire pour arriver jusque là où on va parler justement pendant cette émission ? Alors le parcours scolaire, premier, on va dire un lycée technologique,
Donc à partir après la seconde, j'ai basculé sur un cursus technologique. Oui. Donc même pas un bac général. Ouais, un bac techno, le bac STI. D'accord. Le bac STI, génie électrotech. Donc bac obtenu. Après j'ai basculé sur un BTS MAI, mécanique et automatisme industriel. Oui. Donc pour être honnête avec toi, pendant cette période-là, pareil, j'étais paumé, je savais pas du tout quoi faire. Voilà, quoi. Je pense que ça va toucher aussi pas mal d'auditeurs qui peuvent nous écouter, qui sont dans cette période-là où ils sont encore en pleine étude, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire plus tard de leur vie, quoi. Et moi, en BTS, pareil, je savais pas du tout où je me voyais. En fait, tu as suivi un petit peu le prolongement de ton bac finalement, Ouais, voilà. dans à peu près le même domaine. Une spécialité, mais Voilà. dans le même domaine. Ouais, voilà, tout à fait. Et du coup, pareil, c'était un prof un jour, qui avait posé une question toute simple. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Et bon, je voyais tout le monde répondre, tous mes collègues de classe, quoi, qui répondaient, ouais, moi je me vois faire ça, je me vois faire ça, je me vois faire ça. Et moi, il me regarde, il me fait, et toi, qu'est-ce que tu vois? Je lui dis, j'en sais rien. Genre, pour être honnête, j'en sais rien. J'aimerais bien faire un métier, mais je veux pas me mettre dans l'armée, mais je veux faire un truc qui bouger, aller à l'étranger, tout ça. Et lui, dans la rigole, il fait, ah bah t'as qu'à aller dans le secteur pétrolier, quoi. T'as qu'à travailler sur les plateformes. Et là, ça m'a mis une claque. Je suis, ah ouais, pas con. Ouais. Et du coup, j'ai passé mon BTS. Et pendant la deuxième année de BTS, du coup, je cherchais justement s'il n'y avait pas Ton BTS, il était où? Il était à l'Orgue, dans le 83. Dans le Var, d'accord. Ouais, dans le Var. Donc tu as passé ton bac à Nice, À Nice, ouais. À Don Bosco. d'où on est originaire. Ouais. Ton BTS automatisme Ouais, dans le Var. dans le Var. Ouais. Et du coup, tu t'es spécialisé ensuite. Et après, j'ai trouvé qu'il y avait une licence I2EP qui aujourd'hui n'existe plus, mais à l'époque ça existait. Donc c'était vraiment un truc qui était typé secteur pétrolier D'accord. et qui était à Lannion, En Bretagne. En Ouais, Bretagne, hein. dans les Côtes d'Armor. Ouais, dans les Côtes d'Armor, il me semble. J'ai totalement zappé, mais je sais que c'est à Lannion. En Bretagne, en C'est tout en cas. Bretagne, c'est là-haut. Voilà. Donc en fait, déjà dès le départ, Ouais. avant même de partir de partout, enfin de partir à l'étranger, t'as bourlingué pour tes études. Ouais, voilà, plus ou moins. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. Et c'était quoi? T'as fait un an de spécialisation secteur pétrolier. Secteur pétrolier, ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait, ouais. Pareil, c'était plus ou moins dans la continuité de ce que je faisais en BTS. Il y avait de l'instrumentation. Et après, il y avait juste le EEP, 2EP, donc c'était pour l'exploration et exploitation pétrolière. Voilà. D'accord. Et ensuite, à partir de cette licence-là, tu as commencé dans le secteur pétrolier, dans une entreprise, Oui. pour des missions. Oui, je me suis fait embaucher par une société qui est... La maison mère est à Monaco. D'accord. Et au début, donc justement, tu m'as rejoint plusieurs fois. Une fois, il me semble, tu es venu dans ce petit village dans le 31. Même deux. Ouais, oui, Deux fois. Même 2 fois, ouais. Parce que voilà, avant de pouvoir faire toutes ces missions, justement, ma société m'a dit, voilà, il faut que tu te fasses les dents d'abord. Donc tu vas intégrer le bureau d'études. Donc j'étais basé à Salis-du-Salat, dans un tout petit village, vraiment paumé. À côté de Toulouse. Ouais, entre Toulouse et Saint-Gaudens. Donc vraiment, allez quoi, 100 habitants et la boîte au milieu, quoi. Et Je me souviens à l'époque, les amis, vous savez pas, mais pendant des années, il a logé juste dans une chambre, dans une station balnéaire. C'était ça, hein? Non, c'était pas une. C'était pas une. C'était les thermes. Ah oui, c'était les parce que thermes, voilà. C'est une station. Les thermes thermale. qui, l'hiver, étaient complètement fermés. C'était ouvert, oui, c'était ouvert l'été pour les vieux. Ouais, voilà, c'est ça, pour tous ceux qui utilisaient les thermes. Donc il fallait vraiment avoir envie de travailler dans le secteur pétrolier pour finir dans des thermes, quoi. Ah l'envie, quoi. L'envie. Ouais. Il faut avoir les dents longues, quoi. Donc le Var, enfin Nice, le Var, la Bretagne, La Bretagne, le Toulouse. 31, ouais, région toulousaine. région toulousaine. Le Comminges. Et donc tu as commencé sur place pendant quelques temps. Pendant un an en bureau d'études, Voilà. là-bas. Et c'est là où tu as commencé justement à t'expatrier pour des missions. Et oui, et après j'ai eu la chance de faire quelques missions. Donc ma première mission justement ça a été au Gabon. Donc pour aller travailler en mer sur une plateforme là-bas. À la base ça devait être une mission de 2 semaines. Une mission un peu tricky on va dire. Un peu borderline parce que c'était assez pointu comme activité qu'on devait faire là-bas. Bah, c'est là où du coup je te coupe un petit peu. Sur plateforme pétrolière, il y a énormément de métiers. Ouais. Toi, du coup, tu as pu te spécialiser quelque part, il me semble, hein, tu vas nous le dire,
dans tout ce que tu as fait un petit peu en BTS finalement. Ça t'a aidé finalement, non? Tout à fait en fait. En fait, je vais petite anecdote comme ça là. L'automatisme, c'était quelque chose qui ça me gavait quoi. Ouais. Si je pouvais sécher les cours, je séchais quoi. Et à la fin, bah, mon boulot, c'était spécialiste automatisme. Et, Et c'est ça qui est incroyable. et- C'est que finalement, ça t'a permis. ça m'a ouvert une porte, voilà, Voilà. comme ça. Et après, il y a aussi un gros facteur chance, parce que D'accord. j'ai eu, pour pouvoir rentrer dans ce monde-là, c'est assez difficile. Donc j'ai fait les bonnes connaissances au bon moment, les bonnes personnes, et qui m'ont aidé à avoir des contacts pour pouvoir D'accord. rejoindre la boîte, quoi. Et ton métier consistait en quoi sur les plateformes pétrolières? Donc alors en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on construisait des systèmes à Toulouse, dans le Comminges, dans le petit village. En fait, on était spécialiste en conception de clim de sécurité. D'accord. Donc tout ce qui était salle technique, on devait les refroidir avec des systèmes de clim Oui. et qu'on construisait tout nous-mêmes. C'est pas comme les mêmes clims que vous avez à la maison. Vous aviez un immense hangar Ouais. dans la région. C'est ça. Vous construisiez La machine. sur place, Ouais. en France, Ouais. et vous la livrez. Et on l'envoyait là-bas, on l'expédiait en Et Afrique. il fallait forcément quelqu'un qui avait construit en quelque sorte la machine, qui connaissait les fiches techniques, C'est ça. pour justement Les installer sur place. les Et installer, les démarrer, les régler, Les tester, tout ça. avec le Et client, donc, à tout. chaque fois que une machine était prête, tu allais sur place C'est pour régler toutes ces machines. C'est ça. Et moi, j'étais l'automaticien, c'était moi qui faisais les programmes pour faire marcher la machine, justement. Ok. Et justement, l'automaticien, j'essaie d'aller un peu plus en profondeur pour qu'on Non, comprenne. Pas de souci. Toi, ton métier dans l'automatisme, ça consistait en quoi? Parce que moi, je sais, et j'ai fait, pour info comme toi, hein, Tu as fait un petit peu du STI, toi j'ai aussi. fait un peu d'électrotechnique et d'automatisme. On a fait le même parcours, au moins jusqu'au bac. Ouais. Après, non. Mais l'automatisme, c'est à toi de régler pour que ce soit mis en marche, pour programmer quand il fait trop chaud, que ça se refroidisse à cette température-là. Et c'est que des... Enfin, c'est toi qui vas même mieux me le dire, mais c'est un peu ce principe-là. Oui, c'est ça. En fait, c'est de l'automatisme, tu en as de partout. Tu as dans les chaînes de production, par exemple, pour tout ce qui est usine automobile. C'est assez spécifique. En fait, c'est ouvert à tout, mais tu peux le spécialiser dans la branche que tu fais, quoi. Oui. Donc, nous, c'était assez ouvert, quoi. C'était vraiment... Bon, le fonctionnement d'une clim, tout le monde la connaît, quoi. Il fait chaud, ton automate reçoit l'information, et bah, toi, ton automate, après, il va réagir en fonction de ce que tu fais, quoi. Oui. De la situation actuelle. Ouais, la situation de la température. Voilà, et puis voilà. Et l'automate va jouer par rapport à ça, quoi. Et c'est à toi de tout programmer sur Tout place. programmer, voir tous les cas, tous les scénarios qu'il peut y avoir. Si jamais il y a un défaut, bah, arrêter telle partie de la machine, redémarrer une autre à côté. Voilà, quoi. C'est comme une partie d'échecs, en fait. Il faut prévoir. Voilà, si jamais il y a ce problème, qu'est-ce que je fais après? Voilà, c'est tout. D'accord. Ok. Et tu m'as dit que tu avais eu une mission compliquée au Gabon. Il me semble qu'il y avait eu même des soucis sur place parce qu'au Gabon, il y a des pirates. C'était là-bas? C'était pas vraiment le Gabon, c'était plutôt le Nigeria. Ça, c'est Le Nigeria. plus tard, ouais, plus tard. Ça, c'est plus tard, hein, plus tard. Mais la première mission, ouais, c'était au Gabon. Voilà, ils ont envoyé 2 jeunes. Donc, il y avait moi et un mécano. Donc, on était 2 D'accord. jeunes, c'était vraiment notre premier expat. Et en mer, de surcroît. C'était pas Jojo, tout ce qui est logistique, c'était pas ça. L'équipement qu'on avait envoyé, bah, il y avait eu quelques soucis pour se le faire livrer en mer. Donc du coup, bon, bah, on est resté quelques jours, voire quelques semaines, bon, bah, en stand-by, on va dire, D'accord. sur la plateforme, sans rien faire. Et on va dire que quand t'es en mer, quand t'as rien à faire, bah, le temps passe très très Surtout que très, c'est du très- 7 jours sur 7. Hein. C'est du 7 jours sur 7, 12 heures minimum. Voilà. Et il n'y a pas de jour de repos finalement. Quand Il y tu es en a sur aucun. place, tu bosses. Il y en a aucun. Donc on était prévu de faire 2 semaines et finalement on a fini après. Ouais, on a fait 4 semaines. 4 semaines. D'accord. Ouais. Voilà. Et après Gabon, tu as fait d'autres pays. Donc le Gabon, plusieurs rotations. Après, je suis allé au Congo pendant facile 1 an et demi, au Congo-Brazza. Et après, j'ai fait quelques missions au Nigeria, donc les fameuses missions un peu pourries, on va dire, pendant une sale période aussi, pendant la période C'était quoi? C'était Ebola, il me semble, qui remontait en puissance dans le golfe de Guinée. Et après, j'étais retourné encore une fois au Congo. Au Congo. Et après, j'ai eu ma dernière mission avec mon ancienne boîte à Singapour. Ok, c'est pour ça que j'y viens. C'est que toi, tu as fait une mission qui était assez longue à Singapour, il me semble. 1 an et demi, ouais. Voilà. Et c'est à partir de là où tu vas nous expliquer, tu as
été en quelque sorte débauché finalement. Oui, plus ou moins. Ouais. J'ai été débauché, mais j'ai cherché à être débauché, quoi, on va dire. D'accord. Parce que l'avantage des plateformes pétrolières, c'est que tu faisais des missions souvent de 6 mois, Mm. voire un peu plus, Mm. mais tu étais toujours salarié français, C'est ce ça. qui te permettait qu'en fin de mission de revenir toujours en France pendant quelques temps. C'est ça. Donc ça, c'était intéressant aussi pour toi. Mm. Mais à partir du moment où tu as eu ta mission à Singapour, tu as été débauché pour, à ce moment-là, être réellement devenu un expatrié, c'est-à-dire Ouais. être travailleur sur place C'est ça. le temps que Ouais. tu le souhaites. C'est ça. C'est ça. Et maintenant, comment ça s'est passé et quelle est ta profession aujourd'hui? Alors aujourd'hui, maintenant, je travaille pour une société allemande qui est spécialiste en construction d'usines. Donc on travaille principalement pour des majors dans la pharmaceutique et dans le semi-conducteur. Donc tout ce qui est puces électroniques pour nos téléphones, nos ordinateurs. D'accord. Donc nous, on a ces clients-là nous contactent, ils veulent étendre leur usine ou créer une nouvelle usine. Et ben nous, on est là et ils nous donnent leur spec, ce qu'ils attendent. Et nous, en un an et demi, on leur monte l'usine, on leur met tous leurs équipements à l'intérieur. D'accord. Et c'est un projet clairement en fait. Et toi, ton boulot, c'est toujours la même chose, de l'automatisme dans ces machines-là, dans cette usine? Alors, moi, c'est totalement différent maintenant. Moi, maintenant, tout ce que je fais maintenant à l'heure actuelle, c'est j'ai une liste de sous-traitants à suivre. Et en fait, maintenant, c'est plus, j'ai plus les mains dans le cambouis, dans les ordinateurs à taper du programme. C'est lointain maintenant pour moi. Maintenant, je suis juste les sous-traitants dans tout ce qui est installation. T'es leur manager, Ouais, en quelque sorte. je les drive, je suis leur superviseur en fait. D'accord. Je suis leur point de contact pour ma boîte. Mais ils font ce que tu faisais avant, en Oui. quelque sorte. Pas forcément, ils font vraiment du début jusqu'à la fin. Moi, en tant qu'automaticien, je venais en cours de route. Oui, tu faisais la Je faisais programmation mon dès que c'était programme. prêt. Dès que c'était prêt, moi j'arrivais, j'installais mon truc et puis voilà. Là, on fait vraiment, on commence de zéro, on installe les passages de câbles, tout ça, on tire les câbles et puis voilà quoi. Et après, on commence à installer nos équipements, on les règle et on les démarre et puis voilà quoi. Et à Singapour, il y a toujours de la demande pour ça. Alors à Singapour, ouais, c'est une toute petite île, mais l'industrie ne s'arrête pas. D'accord. Ça s'arrête pas, ça s'étend toujours, ça crée, ça construit toujours des usines là-bas. Après, c'est un hub, c'est un hub financier, donc je pense aussi que les sociétés s'y trouvent aussi niveau fiscal, Ouais. fiscalement parlant. Bien sûr. Donc pour eux, c'est avantageux d'être à Singapour. Et puis voilà quoi. Donc D'accord. ça s'arrête jamais. Et finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à t'expatrier là-bas ou ailleurs, mais qu'est-ce qui t'a poussé à être à 10 000 km de la France maintenant? Bah, au départ, c'était ce goût d'aventure en fait, on va dire. Ok, on m'a toujours dit le voyage forme la jeunesse. Mon D'accord. père aussi, il m'a toujours dit, bah, même quand je faisais mes études, il m'a dit, Christophe, si tu veux quelque chose de bien et qu'il faut que tu bouges, prends ta valise et vas-y, fonce. Oui. Et j'ai suivi ce conseil, et même ça m'a plu, et même juste par curiosité, pour voir d'autres cultures, et voir comment ça se passe ailleurs, et peut-être, je sais pas, peut-être découvrir quelque chose qui me plaît, ou trouver une nouvelle maison, quoi, on va dire. Ouais, bien sûr. C'est juste ce côté curieux, en fait, curiosité. Et aujourd'hui, à Singapour, cette curiosité t'intéresse parce que du coup, ça fait 5 ans que tu y es. Ça fait 5 ans maintenant que je... D'accord. 5 ans et demi. Ok. Ouais. Et quelle démarche tu as entreprise justement pour avant ton départ? Alors moi, techniquement parlant, moi j'ai absolument rien fait. Je n'ai fait aucune démarche parce que à Singapour, pour pouvoir travailler à Singapour, tu es obligé d'avoir un visa de travail. D'accord. Et le visa de travail, c'est ton employeur qui te le donne. Enfin, qui fait toutes les démarches administratives auprès de l'administration et qui pousse pour l'avoir. Donc, D'accord. moi, le seul truc que j'ai à faire, c'est quand les autorités m'appellent, leur confirmer que les données que mon employeur leur a donné est correctes. Et puis c'est tout quoi. Après, le seul truc, bon, bah, c'est comme tout le monde, quand on fait un déménagement, avant de faire un déménagement, tu trouves un appart. Mais bon, pour trouver un appart, il faut le visa, le fameux visa. Donc c'est tout. Oui, doit c'est ça qui est compliqué, c'est que une fois que tu as le visa, comment tu fais pour trouver un appart alors que tu as 10 000 km? Il faut que tu arrives sur place, donc pendant quelques temps tu dors à l'hôtel, tu fais comment? C'est ça, tu dors à l'hôtel. Bon après la boîte aussi t'aide financièrement quoi. Ils te disent bon Bien voilà, sûr. on comprend ta situation, il n'y a pas de souci, on te donne un mois pour trouver un appart. Après à l'époque où j'étais arrivé à Singapour, bon c'était la période pré-Covid, donc bien avant le Covid en 2019.
Et donc c'était vachement facile pour trouver un appartement et même les prix étaient raisonnables. Donc voilà, il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. Et comment a réagi ta famille au moment où tu leur as dit que tu partais vraiment t'expatrier? Parce que quand tu étais sur plateforme, ils savaient que tu partais 3, 4, 5, 6 mois et tu revenais. Mais là, tu leur dis, bon, frérot, papa, maman, je m'en vais. Là, je ne sais pas quand je reviens. Bah, bon, c'est une petite blague que je vais faire là, mais ils étaient comme des Belges, quoi. Ils avaient le seum. Non, non, bon. Même si ton père t'a dit voyage, il pensait pas que t'allais lui dire non mais je voyage mais je repars, je reviens pas. Ouais, voilà. Ça leur a mis comme une petite claque, on va dire, quoi. Parce que, ouais, voilà, comme tu disais, moi, quand je partais, quand j'étais dans le secteur pétrolier, je partais 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais après, j'avais 1 mois, 2 mois à la maison. Voilà, j'étais payé à être à la maison Et en repos, quoi. l'avantage de plateforme pétrolière, c'est que limite, quand tu avais 3 mois de mission à l'étranger, quand tu revenais, tu avais quasiment 3 mois de vacances. Ouais, quasiment. Quasiment la même chose en Ouais, fait. quasiment, ouais, Tu quasiment. partais 6 mois, limite pendant 6 mois, tu pouvais ne pas travailler. Ouais, voilà, quoi. Voilà, bon, après, les 6 mois, c'était vraiment très rare. Oui. Mais nous, c'était surtout des missions d'1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. D'accord. Et, ouais. Oui, mais après, forcément, t'avais toujours peut-être un peu moins, mais en temps de récup après, quoi. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et donc ta famille, Donc moyennement. là, justement, ma famille était contente, quoi. Bon, ils disaient, bon, bah, c'est juste 1 mois, 2 mois, et après, il sera avec nous pendant 2 mois, donc pas de problème. Mais oui, c'est vrai que c'est Singapour, quand je leur ai dit, bon, voilà, je pars là-bas. Bon, au début, ils se sont dit, bon, bah, tu reviens quand? Je dis, bah, je reviendrai une fois par an. Et pour 2 semaines, 3 semaines. Oui. Et là, bon, ouais, C'est soit je viens à Noël, soit je viens à l'été, C'est mais ça. il va falloir que je choisisse. C'est ça, c'est ça. Je pourrais pas venir 2 fois par an, comme 3 fois par an, comme je faisais avant, quoi. Et là, oui, ils ont accusé un peu le coup, mais ils étaient contents aussi. Bon, ils ont dit, bon, bah, si ça te plaît, tente. D'accord. Et puis voilà. Ok. De toute façon, ils ont suivi ce que tu voulais faire, ils t'ont jamais bloqué. De toute façon, c'est ma vie, ils ont pas le choix. Et quelles ont été tes premières impressions arrivées sur place? À Singapour, on va dire que pas impressionné, mais presque, quoi. Ok, le pays est tout petit. Ils sont quoi, 6 millions, 7 millions d'habitants sur l'île. Mais tout fonctionne. Tout fonctionne. Tout est cash, direct. Il y a ça, c'est comme problème. Le lendemain, c'est résolu, quoi. D'accord. Et tu sais, il n'y a pas ce temps de latence qu'on peut retrouver je ne vais pas préciser un pays en particulier, mais en Europe, tu vois, cette mentalité, bon, ok, il y a ça, bon, on Bah, laisse tu peux tout. comparer avec la France parce qu'il y a aussi une différence culturelle assez importante. Ouais. Comment t'as vécu ça, toi, cette différence culturelle? Moi, je l'ai plutôt bien vécu. Parce que bon, bah, ok, la mentalité singapourienne, c'est vraiment travail. Travail, et tu te reposes un peu, mais tu travailles. Alors qu'en France, bon, c'est tu travailles, tu te reposes bien, tu travailles, tu te reposes bien. Là-bas, c'est vraiment, tu cours, quoi. Tu fais ton boulot, si tu dois faire 12 heures, 13 heures, tu fais ton 12 heures, 13 heures, et après tu rentres à la maison et tu fais ce que tu veux. Ok. Et quelles sont les plus grandes différences que tu as remarquées? Salaire, déjà d'une, on va pas se le manquer, on va pas se mentir, quoi. Salaire, Oui. les avantages salariaux, ouais, pécuniaires, quoi. Mm. Tout ce qui est taxes, on va pas se le mentir aussi, c'est un truc. Et la qualité de vie. C'est vraiment bête, mais la qualité de vie, quoi. Ok. La qualité. Parce que justement, tout marche là-bas. Tu sais, t'as pas les. Bref, genre là, un exemple typique. En France, bon, bah, les trains, la SNCF, bon, t'as des retards par-ci par-là. À Singapour, tu verras jamais ça, quoi. Tu verras jamais un retard. D'accord. Jamais un retard. Ils se le permettent pas. Ils ont pas le droit. Ok. Ils ont pas le droit. Et tu vois, juste ça, quoi. Juste, rien que ça, ça marche. Ok. Et il y avait un truc que tu m'avais dit à l'époque, et en fait, ça m'a toujours marqué, et j'en parle souvent avec des amis quand je parle de toi. C'est que, en plus, sur place, ils font une distinction entre, alors, je sais pas comment dire, des nationalités, des races. Je sais pas comment ils évaluent ça, Mm. mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je trouvais, c'est quand même cette anecdote assez folle, Ah, c'est. que aujourd'hui on soit dans un système, par exemple, politique assez incroyable de tout ce qui se passe en France en ce moment, depuis des années, mais encore plus en ce moment, en pleine période d'élection. Quand je vois ce qui se passe à Singapour et que tout fonctionne et qu'il n'y ait pas, peut-être certainement pas énormément de délinquance, explique-nous un petit peu cette différence-là. Alors, à Singapour, ouais, bon, est un tout petit pays, mais est multiethnique, on va dire. Donc, tu as une grosse majorité qui vient de Malaisie, parce que Singapour, à la base, c'était malaisien.
Donc tu as beaucoup de Malais musulmans. Après, ensuite, tu as beaucoup de Chinois. Chinois. Oui. Et Singapouriens chinois. C'est pour ça qu'il y a toujours cette blague Chinese, Singaporean, etc. Et après, tu as aussi beaucoup de Singaporean Indian, des Indiens. D'accord. Et du coup, en fait, pareil, moi, au début, ça m'a marqué quand j'étais avec mon ex-petite amie. Elle était mixte, donc sa mère était chinoise, singapourienne, chinoise, et son père était singapourien, indien. Et sur leur carte d'identité, ils te disent de quelle... là-bas, ils appellent ça race, mais on va dire de quelle ethnie, plus ou moins, tu es, quoi. Ouais, tu peux dire race, si eux ils disent race, Ouais, on va partir eux, là-dessus. Mais... ils disent race, quoi. Donc en gros, sur leur carte d'identité, il y a marqué Indian. Et je crois que ça t'offre t'as des privilèges plus ou moins importants en fonction de ta race là-bas. C'est un peu le paradoxe singapourien, quoi. Voilà, on est multiethnique. Enfin, moi, c'est mon point de vue que j'ai et que certaines personnes là-bas aussi me l'ont dit, mais ils peuvent pas le dire ouvertement, on va dire. C'est que en fonction de quelle ethnie tu es, tu peux pas forcément avoir accès ou même par un même poste, les salaires sont totalement différents. D'accord. Ouais, tu te souviens ce qu'elle avait dit, mon ex-petite amie, oui, quand elle était venue oui. en France, quoi. Et je crois qu'il y a un classement où c'est les Malaisiens en premier. Non, justement, c'est les Chinois qui sont au top level. Au top, Ouais. les Malaisiens Ouais. et les Indiens ensuite. Ouais. De toute façon, tu le vois dans ton boulot, Ouais. je pense. Ouais. Ceux qui sont, par exemple, au plus bas de l'échelle, qui font un peu les manœuvres, toutes les conneries, c'est surtout des Indiens. Des Indiens, ouais. Des Indiens. Ah. Surtout des Indiens, mais après, c'est pas des Singapouriens même. C'est pareil, c'est des foreign workers. Donc, c'est des Travailleurs étrangers qui viennent sous un visa ici. D'accord. Enfin, qui viennent sous un visa là-bas et qui travaillent, qui dorment dans des dortoirs. Bon, ils ont vraiment des conditions de vie assez particulières, quoi. Ils ont pas les mêmes conditions de vie que moi, comme Européen, quoi. C'est assez particulier, quoi. Donc, les mecs, ils travaillent 6 jours sur 7 et ils ont juste un seul jour off. Donc, la plupart du temps, c'est un dimanche. Mais ils sont pas singapouriens, quoi. Donc, du jour au lendemain, ils peuvent dégager, quoi. Ok. Mais même toi, d'ailleurs. Même moi, oui. Moi, je suis pas un foreign worker. J'ai pas le même EP, j'ai pas le même visa. J'ai un visa assez élevé parce que les visas ils sont donnés par rapport à ton salaire aussi. Et il y a des niveaux de visa en fait. Ouais. Un peu comme une carte, c'est Gold, Platinum, tout ça. C'est ça. Donc en fonction de ton salaire, le EP c'est le maximum en foreign worker. Ouais. Après tu as le espace et après tu as le ça te donne des avantages différents, une protection différente. C'est pas des protections, c'est surtout des petits avantages. Par exemple, un EP, donc ce que j'ai, peut par exemple ramener plus facilement sa famille à Singapour. D'accord. Alors qu'un worker level, il peut pas. Il y a que lui qui vient à Singapour, il fait son taf, et si jamais un jour la boîte a plus besoin de lui, il l'envoie chez lui. D'accord. Voilà. Et comment toi, tu as réussi à t'adapter à toute cette culture ? Bah, t'es obligé, Hollande. Voilà, ouais. T'es obligé de t'adapter, quoi. Donc, au début, ça me faisait... comment dire ça ? Ça me faisait ni chaud ni froid, quoi. Bon, voilà. Il faut que tu dises un truc, c'est que si tu vas dans un pays pour travailler, c'est que la situation est meilleure que chez toi, d'où tu viens d'origine. Donc, c'est que tout le monde a quelque chose à y gagner et tout le monde est content, quoi. C'est ce que je pense, quoi. En France, voilà, j'ai jamais craché sur la France, bien au contraire. J'apprécie la France, c'est un super beau pays, quoi. Et c'est un pays agréable. Mais niveau salaire, ça suit pas. Ça suit pas. Et bon, quand j'ai commencé à faire de l'export, bon, bah, j'ai vu que on pouvait gagner mieux à l'étranger. Est-ce que tu pourrais donner un ordre d'idée de combien tu gagnes ou un équivalent à Singapour et combien pour poste équivalent tu penses pouvoir gagner en France ? Bon, je vais parler de mon poste alors du coup. Pour un poste comme moi en mode superviseur, c'est pas le haut de l'échelle et c'est pas le plus bas aussi, quoi. Je pense qu'en France, tu devrais tabler autour de 2002. 2002. D'accord. Mais avec un mec avec de l'expérience, vraiment, quoi. D'accord. Et à Singapour, tu peux tourner aux alentours de 8, 10, 11 000 Singapour dollars. Donc ça doit faire dans les 5-6 000 euros. Oui, donc tu peux facilement tripler le salaire. Doubler, tripler. Mais par contre, voilà, justement, il y a un truc avec Singapour, c'est que si tu travailles à Singapour,
tu cotises pas. Donc c'est à toi de te faire ta propre retraite. Oui. Donc voilà quoi. Il y a des plus, il y a aussi il y a du plus, il y a du positif et du négatif, quoi. Oui, parce que toi, tu touches ton salaire singapourien et tu es obligé de te plier Local, aux règles sociales sur place. c'est ça. En France, on a quand même une protection sociale qui nous permet de cotiser une retraite, etc. Donc souvent, on crache dessus en disant que la retraite est trop basse ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais eux, les Singapouriens, quand ils ont fini leur boulot, ils n'ont pas de retraite. C'est ça. Ils se la font eux-mêmes. Ils n'ont pas le choix. Les Singapouriens ont un système de retraite, mais c'est assez particulier aussi. Oui. Oui. Ils mettent des sous dans une boîte, dans leur boîte. Leur société met un peu de sous aussi dans une boîte pour eux. Et à l'âge de 65 ans, soit ils récupèrent les sous qui ont été accumulés pendant toutes ces années où ils ont travaillé petit à petit pour pouvoir vivre au jour le jour, ou alors ils récupèrent tout et après ils se démerdent, quoi. Ok. Voilà. Bon. Et comment t'as réussi à te créer une vie sociale en fait là-bas sur place? Bah, après, en fonction du. Au début, la vie sociale, elle s'est passée autour du boulot, quoi. Donc, sur le terrain, bon, bah, moi, je suis un petit Européen, quoi. Donc, quand je suis au milieu de tous ces workers indiens, Parce ou que même superviseurs indiens, oui, parce que justement, il y a aussi peut-être la barrière de la langue aussi en même temps. il y a la barrière de la langue qui joue. Donc, là-bas, ils parlent vachement. Bon, c'est la langue officielle, c'est l'anglais, quoi. Après, D'accord. chaque ethnie parle leur propre langue. Donc les Malais parlent malaisien, les Chinois parlent chinois et les Indiens parlent le tamil. Mais après, une fois qu'on est tous ensemble, c'est l'anglais. Tout le monde parle anglais. Tout le monde parle anglais. Bon, après, c'est pas l'anglais que tu vas apprendre à l'école, quoi. Tu sais, c'est le Singlish, on appelle ça. C'est leur anglais patois. C'est leur anglais, quoi. Donc, mais après, tout le monde peut le comprendre, quoi. Mais toi, avant d'arriver à Singapour, tu parlais pas l'anglais. On va se dire la vérité, quoi. Ce que tu apprends à l'école, bon, bah, quand tu essaies de l'appliquer dehors, Ça n'a rien à voir, on est ça a d'accord. rien à voir, hein. Moi, j'ai appris l'anglais en voyageant. Ouais, voilà. Petit à petit, tu vois. Moi, l'anglais en cours, je m'en foutais totalement. C'est ça, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai fait anglais LV2 et pas LV1. Toi, tu étais déjà bilingue, voire trilingue, finalement. Ouais, on va dire plus bilingue. Français, portugais. Ouais. Tu te débrouillais très bien en espagnol. Ah ouais, mais je l'ai perdu, l'espagnol. Oui, mais à l'époque, tu te débrouillais très bien. À l'époque, ça allait, ouais. Donc, tu avais des facilités, tu avais des bases en anglais, mais tu as dû apprendre vraiment l'anglais sur place. Bah, de toute façon, ouais, c'est comme de partout. Si tu veux vraiment maîtriser une langue, il faut aller là-bas, quoi. Et bon, bah, oui, au début, je dis la vérité, je galérais. Même quand j'allais au Nigeria à l'époque, l'anglais, pour me faire comprendre et pour les comprendre, c'était une galère. Mais après, petit à petit, bon, il faut pas avoir peur. Mais t'as pris des cours ou c'est comme ça, sur le tard, comme ça, en même temps? Sur le tas. Tu t'es débrouillé, tu t'es dit j'ai pas le choix, il faut que je communique, donc voilà, comme quoi. ça. Voilà, quoi. Mais tu t'es pas dit sur place, je vais prendre avec mon téléphone un truc, je vais prendre des cours d'anglais pour être sûr ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Bah, après, il y avait quelque chose qui m'aidait vachement. Pas forcément à parler, mais pour avoir un peu plus de vocabulaire. C'était quand tu regardais Netflix. Bah, nous, en France, on regarde toujours Netflix avec les voix françaises, quoi. Oui. Moi, ce que je faisais, c'est que je me mettais en voix en VO, donc en anglais. Avec les sous-titres. Avec les sous-titres en anglais. Aussi en anglais. En anglais. Et quand je comprenais pas une phrase, j'arrêtais, je revenais en arrière et j'essayais de comprendre plus ou moins et j'apprenais quelques mots comme ça, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as eu des difficultés administratives sur place ou pas? Ça veut dire par exemple trouver un appartement, parce que j'imagine, c'est une question, le salaire est plus élevé, mais j'imagine que tout est plus cher aussi là-bas sur place, que ce soit le loyer ou même tout, restaurant, tout ce qui se passe. Ouais. Alors, ouais, tout à fait. Ouais, les loyers sont très chers là-bas, vu que c'est une île, les places sont très 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 chères. Et ouais, donc c'est pour ça qu'au début, quand je suis arrivé à Singapour, de manière permanente, j'étais rentré dans une coloc avec un Anglais et un Libanais qui travaillaient aussi à Singapour. Donc du coup, on avait une grosse maison à 3 pièces, 100 mètres carrés, un truc dans le genre, pour nous trois. Et bon, on devait payer quoi, 1000 balles chacun, je crois. C'était vraiment peanuts, quoi. C'était cool. Oui, quoi. enfin peanuts comme tu dis, mais c'était 1000 balles pour avoir une maison et une chambre en fait. Ouais, voilà, quoi. On se partageait les pièces communes Ouais, ensemble. les parties communes. Après, la plupart du temps, on restait chacun dans sa chambre et puis voilà, quoi. D'accord. Mais après, ouais, petit à petit, bon, bah, tous les ans, si tu travailles bien, bon, t'as des augmentations, c'est partout pareil, quoi. Oui. Et après, bon, tu peux te prendre un petit studio juste pour toi, bah, c'est ce que j'ai fait au bout d'un moment, quoi. Au bout d'un moment, après un an, bon, la colocation c'était marrant, mais
voilà, faire la bringue tous les soirs et tout avec les colocs. Au bout d'un moment, bon, c'est fatigant, quoi. On se fait vieux, quoi. Surtout que tu dis que là-bas c'est travail, travail, travail. J'imagine que c'est pas comme en France où c'est 35 heures. Ah non, 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 non. Là-bas, c'est. Par exemple, moi, ce que je fais, moi, c'est du. Je commence à 8h du matin et je finis à 6h, 7h du soir, quoi. Ça, c'est mes horaires officiels. Mais vu qu'on est en construction, des fois, bah, quand t'as un truc sur le feu, quoi, bah, il faut que tu continues jusqu'à ce que ça soit fini, quoi. Et t'as une pause quand même Bah, ok, 8h, tu commences. Allez, on va dire à 10h, et tu fais un petit tea break pour boire le thé. Hmm. C'est anglo-saxon. C'est Ok. typique anglo. Nous, on fait pause café, eux, c'est tea break. Donc, allez, pendant 10 minutes. Après, à midi, bon, bah, t'as 1 heure pour manger. Et après, bah, tu reprends à 1h jusqu'à les 4h, tea break, 10 Hmm. minutes. Et après, bah, tu Donc continues. en gros, t'es censé faire à peu près, on va dire, une quarantaine d'heures par semaine. 45, non, 45 officiels. Ouais, Ok. Et c'est toujours plus. Te connaissant en plus, c'est toujours plus. ouais, 50, 50, 60. Des fois, je suis. Ouais, 60, 65. Je suis monté à 69 une fois. D'accord. Ouais, c'était beau, ouais. Ah, Belle période. Tu devais être beau, ouais. Ouais, belle période. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues justement à l'étranger, que ce soit à Singapour ou ailleurs dans ton travail, que tu n'aurais pas vécu en France si tu étais resté? Je pense pas. Je pense que, ok, la langue est différente, les personnes sont différentes, mais je pense qu'aussi en France, tu peux vivre de belles choses et tu peux voir de belles choses, comme des choses mauvaises. Oui, Là-bas aussi, tu peux vivre des belles choses, connaître des belles choses, connaître des belles personnes, comme tu peux voir le pire, quoi. Enfin, je pense que non. Que tu sois là-bas ou ici, je pense que c'est pareil. d'accord. C'est pareil. Ok. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de tout ce qui est l'impact émotionnel, psychologique. Est-ce que tu as ressenti à un moment donné, ou peut-être que tu ressens aujourd'hui, un peu le mal du pays, le manque du pays, comment ça se passe? Alors, c'est ça qui Et est si drôle. oui, pourquoi? C'est ça qui est drôle, c'est qu'au début, vu que tu arrives dans un endroit, t'as la curiosité, tu vois. T'es là, t'es en mode, Ouah, je suis ici, faut que je découvre. Alors du coup, t'as pas ce petit sentiment, ouais, le pays, la famille et tout ça, les amis, etc., tu vois. Ça, tu l'as toujours derrière la tête, tu vois. Tu Hmm. l'as toujours dans la tête, dans l'esprit. Mais tu te dis, bon, je viens d'arriver. Bah, au il faut- début, c'est l'euphorie. Ouais, c'est l'euphorie. C'est l'euphorie du je suis là, Hmm. je kiffe, quoi. Ouais, l'euphorie, la fierté, la découverte. Mais ouais, voilà. Tu te sens un peu quelque part comme si tu étais en vacances, en voyage, en fait. Ouais, au voilà, début. limite, c'est ça, quoi. T'es là en mode en classe verte, quoi. T'as 8 ans, t'es en classe verte, quoi. Ouais, super. Et après, au fur et à mesure, bah, les mois passent, les mois passent, les mois passent, et tu dis, waouh. Ouais, tu vois, c'est. Surtout avec les réseaux sociaux maintenant. T'as accès à tout, tu peux voir tes collègues, tu peux appeler tes collègues super facilement, tu peux faire des vidéos et tout ça. Oui, c'est ce Genre, qu'on fait, c'est ce qu'on faisait, ce qu'on fait encore Voilà, souvent. quoi. Mais genre sur Instagram, tu vois, quand tu vois, il y a un anniversaire ou une fête où tout le monde est réuni, et toi tu te dis, bon bah moi je suis là comme un idiot du village, tout seul, quoi. Enfin, pas tout seul, forcément tu te fais des collègues aussi là-bas. Mais c'est pas les amis que tu connais depuis que t'es gamin, quoi. Hmm. C'est pas pareil. Il y C'est a un pas- peu de tout, pour être franc. Il y a aussi les anniversaires. Ouais, voilà, surtout Il y ça. a, il y a Les naissances, les naissances, les fêtes de Noël. Malheureusement, il peut y avoir aussi ouais, les mauvais cas, oui. les mauvais cas comme des décès où Ouais. tu peux pas être présent. Ou des gens malades, voilà. Voilà. Voilà, quoi. Et comment t'arriver à gérer ça? Parce que en vrai, nous, quand on est en France, quand on a un souci comme ça, que ce soit même tes parents, c'est surtout dans les mauvais cas, ou quand tu as un décès dans la famille, ou quelqu'un qui est malade, ou quoi que ce soit. Quand on est en famille, on peut se gérer, on s'entraide et tout ça. Yeah. Toi, tu as été tout seul là-bas. Ouais. Comment t'es arrivé à gérer ça? Bah, tu le gères pas forcément, tu le subis en fait. Ouais. Tu le subis, tu le prends dans les dents. Et par exemple, ouais, je vais rien cacher, quoi. Oui, j'ai eu un décès, une de mes grands-mères, quoi. J'ai pas pu y aller, quoi. Ouais. Pas pu y aller parce que forcément, j'avais pas assez de congés. Et pareil, si les enterrements se font très vite, quoi. Donc voilà, ça arrive tel jour. Bon, bah, un jour ou 2 jours plus tard, bon, bah, il faut. Oui, il faut déjà être présent. Voilà, quoi. Alors que moi, déjà, pour avoir un billet d'avion et pour y aller, bah, je les brûle déjà les 2 jours. Donc, Bien sûr. Donc même après, c'est une histoire de discussion avec la famille, quoi. Ils le savent très bien. Même moi, je veux y aller, mais c'est limite, c'est pas eux qui vont me freiner, quoi. Mais ils vont me dire, écoute, t'es là-bas,
reste là-bas. Que tu sois là-bas ou avec Voilà. nous, c'est pareil. On sait que t'es présent avec voilà. nous Et on s'appelle. par la pensée. Voilà, par la pensée, tu seras là. Et on s'appelle, et puis voilà, quoi. Et c'est comme ça qu'ils arrivent un peu à t'aider psychologiquement Ouais, c'est ça. à garder le cap. Parce C'est que ça. j'imagine qu'il y a des moments qui doivent être assez compliqués. Ouais. Parce que tu as réussi à t'intégrer finalement Ouais. sur place. Ouais. Mais est-ce que t'as pas un peu cette solitude de temps en temps? Bah, tu l'as toujours parce que tu vois, t'es pas dans ton cocon naturel, on va dire. T'es Oui. pas dans ton cocon familial, ton cocon amical, etc. Mais ouais. C'est pas les personnes avec qui tu étais que t'as grandi, quoi, tu vois. Je pense que tout le monde, je pense que tous ceux qui ont été expatriés pendant une longue période l'ont ressenti, quoi. C'est des amis, mais tu les connais, mais tu les connais pas depuis le début, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, tu t'as pas grandi avec eux, voilà, quoi. Donc t'es toujours un peu orphelin d'une certaine partie de toi, quoi. Et puis, est-ce qu'ils font une distinction ou quoi que ce soit avec les Européens sur place? Non, pas du tout. Non? Non, ils sont assez cool, vraiment, Ok. vraiment cool. Ils sont assez avenants et tout. Non, ça va encore. Ça Et va. est-ce que tu t'es, à un moment donné, senti rejeté sur place? Rejeter, non. Non, pour être honnête, non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ok. Bon, après, c'est sûr, quoi. Voilà, moi, je suis un petit Européen. Après, voilà, forcément, quand t'es avec deux collègues ou trois collègues chinois ou malais, etc., t'entends, ils vont commencer à parler en malais, dans leur langage à eux, quoi. Oui. Donc toi, tu vas être là comme un idiot. Bon, tu les vois rigoler, bah, tu souris, tu dis, qu'est-ce que vous racontez? Mais est-ce que tu crois qu'ils se racontent ça parce que c'est des choses qu'ils veulent pas que t'entendes? Peut-être. Ouais, peut-être. Tu peux le ressentir, tu l'as ressenti comme ça de temps en temps? Ouais. Bon, après, justement, voilà, avec le Singlish, qui est bien leur anglais déformé, quoi, Oui. leur slang, c'est que des fois, tu apprends des mots. Par exemple, quand j'étais avec mon ex, qui est singapourienne, elle m'a appris quelques mots de leur patois, quoi. Oui. Donc je sais que le mot angmo, c'est l'étranger blanc. Alors du coup, bah, quand j'allais dehors et tout, là, faire la bringue, etc., des fois que tu voyais où j'étais le seul Européen dans la soirée, bah, des fois j'entendais Tu les des entendais? gens angmo, bon, il parlait, mais j'entendais le mot angmo à l'intérieur. Oui. Donc je tu savais qu'il parlait de il toi. parlait de moi. Après, je sais pas s'il parlait mal de moi ou pas, quoi. D'accord. Mais voilà. Ok. Et aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui s'expatrie pour maintenir un équilibre mental, psychologique, pour vraiment tenir bon? Alors c'est, à mon avis, bon, à Singapour, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a une très grosse communauté française et qui aide vachement, quoi. D'accord. Donc il y a une grosse communauté qui sont sur Facebook. Donc le nom du groupe sur Facebook, c'est Singafrog. Ok. Donc, Mais je pense que ça c'est dans tous les pays, c'est dans justement tous les bien pays, ouais. finalement ça. Bah oui, c'est ça qui est bien, quoi. C'est que, à mon avis, c'est humain, quoi. C'est, voilà, t'es telle nationalité, t'es dans un pays étranger. Oui, et chercher Et des tu gens cherches quelqu'un proches de toi. proche de toi, qui parle la même langue, qui a la même culture, quoi. Et qui fait un petit groupe, quoi. Et je pense que, voilà, pour tous ceux qui veulent partir dans un pays étranger, pour une longue date, bah, au début, essayer de rejoindre un petit groupe comme ça, connaître deux, trois personnes et tout. Et Oui. après, au Et fur et à avec mesure, un peu de chance, ce sont des personnes qui sont implantées depuis longtemps. c'est ça, et Donc, qui peut te montrer le truc et tout. Et forcément, ça va pas t'aider, te faire quoi. arnaquer par moment. Non, ouais, bon, ça, c'est si tu vas en Thaïlande et tout ça, quoi. Les tuk-tuk, là, les tuk-tuk drivers. Ouais. Non, bon, ça, c'est le top. C'est de. Même si tu connais personne, bah, tu essaies de t'intégrer comme ça, même par les réseaux sociaux, quoi. Il n'y a pas de problème. Oui, commencer peut-être avec les personnes qui ont la même culture que toi et qui parlent Ouais. la même langue. C'est ça. Et au fur et à mesure, Et tu après- vas t'ouvrir aux autres. Et puis Ouais. après, avec le travail, ça arrive après, au fur et à mesure. Forcément, avec le travail, tu es obligé de t'intégrer, quoi. Tu vas pas rester là dans ton coin à chouiner, à pleurnicher. Bien sûr. Ouais, je parle pas, j'ai pas envie de te parler parce que tu parles pas français. Non, c'est. Bon, après, ouais, c'est même pas du courage, quoi. Hmm. C'est juste. Faut se lancer, quoi. Bien Faut sûr. se lancer, faut pas avoir peur. Et de toute façon, voilà, quoi. Ok. Qu'est-ce que t'as à perdre? Est-ce que tu envisages un jour de rentrer, Ouais. de rentrer au pays? Alors, au début. On en a eu des discussions comme ça. Pour tout vous dire, on en a encore parlé il y a quelques heures, alors que c'était Ouais. pas du tout prévu, hein, mais on était en voiture tous les deux, je lui ai posé cette question, mais et c'est pour ça que je lui repose. Bah ouais. Après, voilà, c'est bien de vivre à l'étranger, d'avoir cette expérience.
Mais même si je rentre pas en France ou au Portugal, ou voilà quoi, parce que j'ai la double nationalité, je revenir en Europe. Et ouais, je pense que ça viendra, ouais. Parce que dans ton métier maintenant, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas énormément de boulot en France, Mm. mais toi, tu aimerais revenir en Europe, Ouais. justement pour éviter ce manque Ouais. affectif, ce manque de la famille surtout, C'est et, ça, et c'est de ça. tous les proches amis. C'est ça. Et le fait d'être en Europe, tu serais qu'à 2, 3, voire 4 heures De vol. de tout. Ouais, voilà quoi. Bah, après, voilà, c'est. Le temps passe, les années passent. Euh, tu vois tes collègues avoir des gamins, se marier, etc., etc. Bon, toi, t'es loin. Au bout d'un moment, ça va vraiment. Ça travaille. Ça va te peser vraiment. Mais Je veux bien dire, sûr. je suis en train de tout louper, quoi. Je suis en train de tout louper. Mais tu vois. même pour toi, finalement, parce que Ouais. tu parles des autres en disant je loupe les mariages, je loupe les naissances. Mm. Mais toi, tu as peut-être aussi envie de te construire à un moment Ouais. donné une vie un peu plus posée dans un endroit où tu as une culture qui ressemble à la tienne, où Mm. tu es proche de ta famille, j'imagine. Après, ça dépend des personnes, quoi. Moi, je suis assez ouvert d'esprit, quoi, par rapport à ça. Bon, bah, avec mon ex, bon, on était ensemble pendant 4 ans. Mais bon, après, bon, pour certaines raisons, bon, on n'est plus ensemble, quoi. Bon, après, on reste amis. Mais bah, après, même imaginons, je me serais trouvé une petite amie singapourienne et je me serais marié avec elle, moi, je serais resté là-bas, quoi. Mais bon, maintenant, à l'instant T, bon, bah, je suis seul, quoi. Donc, ouais, pourquoi pas revenir en Europe? Ouais, moi, je suis ouvert à tout, je suis disponible pour tout, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as senti des changements? Mhm. Alors, quand tu reviens en France et tu parles du Portugal et au Portugal, est-ce que depuis toutes ces années, tu as senti des changements dans ces pays-là qui t'ont un peu choqué, marqué ou quoi que ce soit? Bah, il y a un truc, ouais, bah, encore, justement, juste hier, ça m'a marqué, mais de manière positive, quoi. D'accord? À Singapour, on n'a pas cette culture quand tu rentres dans un magasin de dire bonjour, comment allez-vous? Tu sais, à la vendeuse, quoi. Tu sais, tu rentres, tu fais excuse-moi, j'ai juste une question, voilà, quoi. Mais tu dis, Il tu n'y a rentres. pas ces marques de politesse. Ils ont une certaine marque de politesse, mais ils vont pas comme en France. Et par exemple, là, bah, juste hier, je suis parti chercher une voiture de loc avec mon père. Et bon, nous, on est rentré, on a dit bonjour. Donc, le vendeur, il nous a dit bonjour. Et après, il y a un autre client qui est rentré dedans, il fait bonjour, bonjour. Voilà. Et c'est un truc ça m'a dit, c'est vrai qu'en France, quand on rentrait dans quelque part, même si tu connais pas la personne, tu dis bonjour. Bah, c'est vrai, c'est-à-dire que limite, c'est choquant quand quelqu'un ne dit pas bonjour. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, par exemple, franchement, quand je suis dans ma résidence, je suis obligé de dire bonjour à toutes les personnes que je Ouais, croise. tu les croises dans la cage d'escalier, dans l'ascenseur, bonjour. Par contre, s'il y a quelqu'un qui ne dit pas bonjour, Ah, moi, tu- je gueule. Ouais, voilà. Ah, je suis chiant pour ça. Je suis vraiment chiant. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me dit pas bonjour, souvent je lui fais remarquer, je fais, t'as vu comme il dit pas bonjour lui? Jean-Michel Lacarène. Souvent je le dis à mon fils quand je suis avec mon fils. Je lui dis, t'as vu comme il a pas dit bonjour? Mais fort, pour qu'il comprenne, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on a toujours ces marques de politesse. Bah, Des fois, on regarde même pas la personne, on dit bonjour parce que c'est ouais, naturel c'est maintenant. naturel, c'est naturel. Bah, tu vois, bah, à Singapour, on l'a pas forcément ça. D'accord, Ils l'ont pas forcément ça. ok. Donc ça te manque finalement cette marque de politesse. Ah oui, attends. Mais tu dis bonjour toi quand même ou pas? Ça Bah se ouais, passe comment? moi, quand je rentre, je dis bonjour. Moi, les mecs, ils me regardent un peu, genre, ils me répondent, quoi. Mais ils sont un peu. Tu le vois qu'ils sont un peu sur le cul, quoi. D'accord. Et même, bon, en partant, je lui dis, bon, bah, au revoir, bye bye. Et les mecs, ils me regardent encore un peu sur le cul, quoi. Mais bon, après, à la force, ils me connaissent, quoi. Donc, du coup, moi, ils me disent bonjour, au revoir, quoi. Mais ouais, Ok. c'est un truc positif que par rapport à la France, Portugal, tout ça, comparé à là-bas, quoi. Ok. C'est un tout petit truc, un D'accord. tout petit Bon. point de détail. Ben, on va parler un petit peu, tu vas essayer de nous faire quelques témoignages un petit peu maintenant. On Mhm. va jouer. Ok, jouons. Est-ce que Est-ce que tu as en tête une anecdote un peu marquante de ton travail à l'étranger, que ce soit à Singapour ou ailleurs, hein, ça peut être sur plateforme quand tu étais à l'étranger, au Nigeria, au Gabon. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote un peu marquante à nous donner ou pas? Marquant dans quel sens? Comme tu veux. Ouais, allez, bon, par contre, voilà, bon, je vais te mimer le truc, quoi, parce que c'était à Singapour, justement, avec Je vais essayer de vous décrire le mime en même temps. comment ça s'appelle, un worker, un travailleur indien, D'accord? qui parlait très mal l'anglais, etc. Lui, il était en haut d'un échafaudage, et il tirait du câble. Et à un moment, je lui dis, excuse-moi, chef, parce que moi, j'aime bien les appeler chef, même s'ils sont en bas, boss. Je les appelle tous boss, du coup, les mecs sont tous sur le cul, quoi. Et à un moment, je l'appelle, ouais, boss, t'as tiré combien de mètres de câble? Parce qu'il faut que je vois, il faut que je vois si c'est assez ou pas, quoi.
Et le mec, il me regarde, mais genre, il me regarde, il me fait. Tu vois? En fait, il fait le mime du gars ferme ta bouche, tu sais, avec les doigts, genre la Et ferme, quoi. Voilà, genre, il fait ça 3 fois, quoi. Ouais. Et là, je regarde, mais j'étais choqué, quoi. Putain, le mec, il me dit de. Il est en train de me dire de me la fermer, en Ouais, fait, il c'est est en ça? train de me dire de la fermer, quoi. Je l'emmerde, quoi. Et alors, je lui fais, mais. J'étais sur vraiment. C'est à moi que tu parles, boss? Ouais, et à un moment, je le regarde, je fais, mais t'es sérieux, tu me parles quoi? C'est quoi ça? Tu veux que je me taise ou quoi? Je suis au-dessus de toi, quoi, frère. Je suis au-dessus de toi, frère, je suis ton client, quoi. Et à un moment, il voit que je comprenais pas, quoi. Et à un moment, il me fait 15, 15 en anglais, quoi. Et en fait, Ça, c'est le 5, en fait, les une doigts. fois, c'est 5, et quand tu le fais 3 fois, c'est 15. C'est 3 fois 5, quoi. Ouais, 3 fois 5, comme ça. 15. Et là, le mec, il m'explique ça, je fais, oh, ok, dur, quoi. Et mais pareil, tu vois, c'est un truc tout con. C'est vraiment tout con, mais ça m'a fait péter un fusible au début. Et après, quand il m'a expliqué ça, je me suis senti vraiment con. J'ai dit, putain, voilà, quoi, c'est un truc tout con. Ok. Est-ce que tu as des moments particulièrement difficiles ou même gratifiants Mhm. qui te sont arrivés là-bas que tu voudrais un peu, dont tu voudrais nous parler? Dans quel sens du terme? Là, c'est toi qui vois aussi. Ok. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou même dans ta vie perso, ta vie sociale là-bas. Un moment gratifiant, un moment difficile. Un moment difficile, on va dire. Les matchs de foot, européens à 4h du matin, ça pique quand même. Parce que le décalage horaire, c'est pas cool. Et c'est ça, il y a combien de décalage horaire? On a 6 heures en été et 7 heures en hiver. De plus, vous avez. Ouais, on est dans le futur, nous. D'accord, vous êtes dans le futur. On est dans le futur. Donc les moments, les matchs de foot que tu regardes Ouais, d'habitude. les petits matchs de Champions League que tu regardes le mardi. C'est quoi? C'est le mardi et le mercredi, c'est ça? Ouais, le mardi, mercredi, Oui. ouais. Alors ici en Europe, tu les as à 8h du soir, c'est parfait, là, ou 8h, 9h du soir. Et là-bas, nous, on se les tape à 3h, 4h du matin, quoi. Donc je peux dire que le lendemain au boulot, au bureau, c'est pas top, quoi. Mais t'es pas le seul. Ouais, tu sais, il les regarde souvent en rediff. Ok. Voilà, Ah, quoi. moi, je peux pas. Ah non, pareil. Moi, à partir du moment où j'ai le résultat, je pourrais pas regarder le rediff, j'aime pas. Il faut que tu as le téléphone, tu vois, tu te réveilles, tu vois le résultat, c'est bon, ça. Mais bien sûr. Mais ouais, c'est toujours agréable de voir un petit match de foot, quoi. Et un moment positif, gratifiant, qui t'est arrivé là-bas? Alors une fois, ouais, pareil, ça m'était arrivé une fois au Congo, et ça m'était arrivé aussi une fois à Singapour. Voilà, un moment quand, bon, je suis pas un mec qui pète plus haut que mon cul, quoi. Donc quand j'ai des gars qui travaillent pour moi ou avec moi, et ben même si j'ai un rôle supérieur où je devrais pas être censé me mettre la main dans la pâte et les laisser dans la merde, excuse-moi du terme, hein, je vais parler avec mes mots, quoi. Et ben moi je suis toujours là derrière eux et à les aider. Et au Congo, ça m'était arrivé une fois où pareil, il y avait du taf à faire. C'était une misère et du coup j'étais allé avec eux, avec les workers, les ouvriers, quoi. Et à la fin, ils m'ont regardé. Ils étaient là à me dire, non, fais pas, c'est pas ton boulot. Fais pas, c'est pas ton boulot, t'es notre chef. Et je leur ai dit, non, je suis là, je vous aide du mieux que je peux, et on finit ça tous ensemble. Et on l'avait fait. D'accord. Et pareil à Singapour, pareil, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ça avec mes workers, quoi, quand c'est la misère. Et les mecs, ils me disent, bah, c'est la première fois qu'on voit un blanc nous aider. C'est con, hein, c'est vraiment con. Enfin, ils le disent pas méchamment, quoi. Mais ils me disent, c'est la première fois qu'on voit un supérieur, un mec, tu sais, dans la hiérarchie de la boîte, qui est au-dessus de nous, quoi. Bah, D'accord. qui vient se foutre les mains dans le cambouis avec nous, à nous aider, quoi. Et c'est cool, quoi. Et du coup, tu crées une certaine confiance avec les gars. Et si toi, t'es dans la mouise, et ben ils viendront, eux, naturellement, t'aider, tu vois. Et c'est ça qui est gratifiant, quoi. Tu vois, c'est aide le prochain. T'aides le Oui. prochain et tu verras, et ça. Mais moi, je partais du même principe. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu aides les gens, Ils bah, vont te le rendre. ouais, normalement, même si c'est pas eux, à un moment donné, ça va revenir sur toi. L'ascenseur, il va revenir, voilà. Tu vois. Et je suis d'accord avec toi. Ouais. Et c'est peut-être un peu la suite de la question que j'allais te poser, c'est justement quelle leçon de vie t'as pu apprendre justement en étant là-bas? La modestie et être humble. Parce que, ouais, bon, en Afrique, bon, on va pas se mentir, quoi. Je suis passé par des villages quand j'étais à terre où vraiment tu
tu vois, bon, voilà, moi, quand j'ai commencé l'export, j'étais un jeune branleur. J'avais quoi, 22 piges. Voilà, je veux le dernier iPhone, etc. Je veux ci, je veux ça, blablabla, je veux faire ça. Et quand tu vas là-bas, bah, les mecs, ils ont rien, quoi. Mais c'est surtout en Afrique que tu as vu ça, en fait. Ouais, Des surtout conditions très très dures Ouais, pour ceux qui vivent très, sur très dur. place. Et même à Singapour, c'est pas comme en Afrique, quoi. Mais tu sais, les workers où les mecs, ils se crèvent à la tâche. Ils travaillent comme des chiens juste pour pouvoir envoyer un peu plus de sous dans leur pays, pour leur famille, pour supporter leur famille. Les mecs, ils font ça avec bon cœur et volonté, quoi. Mais tu le vois que les mecs, ils souffrent quand même. Ouais, Ouais. parce qu'ils charbonnent, quoi, les gars, quoi. Ils sont là au soleil à 35, 33 degrés. Il fait 33 degrés à 80% d'humidité. Les mecs, ils sont sous le soleil en train de faire le taf, quoi. Alors que t'en as un paquet de monde là qui serait au bureau sous la clé en disant ouais, je peux pas, quoi. Et ce sont souvent les plus généreux en Et plus. c'est eux les plus généreux, quoi. Et ouais, c'est voir ça, ça te met une claque, quoi, tu vois. Tu dis putain, je suis qui, moi? Ouais. Moi j'ai tout, je me plains. Eux, en Afrique et à Singapour, ces workers là, ces petits workers, ils ont pas forcément tout ou voire rien du tout. Ils sont loin de leur famille et les mecs ils viennent au boulot, ils ont le sourire, tu vois. Ils ont le Ouais. sourire, ils te voient, ah, bonjour, comment ça va et tout. Ils tapent la discute un peu avec toi. Des fois même, t'as des petits workers qui nous demandaient comment ça va la famille et tout, t'as des enfants, etc. T'es vraiment curieux, quoi. Mhm, bien sûr. Le mec, je sais, mais waouh, quoi. Ça met une claque, quoi. Ok. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mm. Ok. Bon. Enfin, toi, t'as dû le voir aussi en Thaïlande, quoi. Bon, t'as voyagé, Oui, mais toi, moi j'ai beaucoup voyagé, mais moi, c'était des voyages. Toi, t'es allé pour travailler, tu es resté beaucoup plus longtemps. T'as traversé des endroits en Afrique plus. Voilà, moi, j'ai jamais fait l'Afrique. Je suis allé dans des pays. En Thaïlande, oui, j'ai fait Oui, des villages très compliqués où tu voilà. voyais qu'ils Mais vivaient dans des endroits très durs. très dur, voilà. Mais tu les vois, bon, bah, Ils, voilà, c'est pas comme. Ils ont pas la même notion de bonheur que nous, quoi, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais en fait, eux, ils sont heureux dans leur situation, alors que toi, après tout ce que tu as vécu, tu es dans leur situation, tu es en déprime totale. C'est ça, ouais, c'est ça. Eux, ils se contentent de Ils se peu. contentent ils savent, bon, là, ils ont pas beaucoup, mais ils sont prêts à donner la moitié de ce qu'ils ont pour aider un autre qui est dans la même situation qu'eux, que tu vois. Oui, alors qu'ils C'est- sont déjà en galère. alors qu'ils sont déjà en galère. Et ça te met une grosse claque et Et tu ouais, je deviens comprends. humble par rapport à ça. Quoi. Tu Ok. dis, waouh. Bien sûr. Ok. Bah alors, très belle leçon. Ouais. J'ai compris tout de suite. Je, je passe à un autre sujet. On parlait tout à l'heure de tes finances. Oui. Je me posais une question. Aujourd'hui, tu dis que tu t'es créé une retraite. Enfin, En j'essaie. quelque sorte, t'essayes. Ce que je veux dire, c'est que du coup, tout ce que tu gagnes là-bas, Mhm. comment tu fais lorsque tu vas vouloir revenir? Comment tu peux faire la passerelle entre ton compte singapourien, les comptes français? Ça doit être un peu compliqué, non, tout ça à gérer. Le doux mystère de la finance mondiale. Non, en fait, bon, Singapour, c'est un hub financier. On va pas se le mentir, tout le monde le sait. Ça, de toute façon, c'est toutes les grosses banques, même les grosses banques françaises, elles sont là-bas. Ils ont un petit bureau là-bas, quoi. Et en Ok. fait, Singapour, ce qui est bien, c'est que voilà, ils sont malins et ils font ça vite. Donc, par exemple, nous, ils savent qu'on est des étrangers, quoi. Donc, forcément, il y a une banque là-bas. Bon, je ne citerai pas le nom. Ils ouvrent forcément un compte en banque multi-currency. Donc, en gros, toi, tu es payé en $. Donc, tu reçois ton salaire à $. Sur ton compte. Mais tu peux, si tu veux, tu peux prendre cette somme et la convertir en euros. Bon, bien sûr, ils vont prendre un petit taux de change Un dessus. petit peu de frais, ouais. Un petit peu de frais, quoi. Et par exemple, moi, si je veux pas si je veux avoir zéro à Singapour et l'argent que je gagne à Singapour le renvoyer directement en France, eh ben, je le reconvertis en euros et j'envoie en France. Ok. Et là, il n'y a aucun souci entre les deux banques parce que Nickel. voilà, Nickel. il y a les accords en fait, en quelque Singapour, sorte. quoi. Ok. Et est-ce que tu as des activités sur place que tu fais le soir, le week-end? Quelles sont tes activités préférées en dehors de ton boulot? Alors, de temps en temps, là, bon, bah, il y a un petit groupe de Français avec qui on joue au foot. De temps en temps, c'est souvent les lundis soirs. D'accord. Donc, moi, je finis le boulot aux alentours de 6h du soir. 1 heure de transport pour rentrer chez moi. Donc, 7h. Et on joue souvent au foot de 8h à 10h du soir. D'accord. Donc, c'est souvent les lundis. Donc, un petit foot à 7. D'accord. Non, c'est un foot à 5. C'est un D'accord. 5-a-side. Donc Ok. on est 10 joueurs, on fait 2 équipes, 5 contre 5 contre 5. Donc il y a ça. Après, bon, bah, les bringues à droite à gauche avec les collègues, le week-end.
Et après, surtout les balades un peu à droite à gauche. Bon, même si Singapour c'est petit, tu fais le tour vachement rapidement quoi, de l'île. Quoi. Ouais, en un an, t'as tout vu. Quoi. Bien sûr. Mais c'est toujours agréable de temps en temps de ressortir, voir un truc. Euh, la zone comme MBS, là où il y a l'hôtel avec les 3 pylônes avec le bateau au-dessus. Quoi. C'est toujours. Moi, ça m'a. Toujours sympa. Ça, ouais, ça t'as Ça, toujours moi, kiffé. ça m'a toujours. Chaque fois que je Fasciné. passe devant, je suis là, je suis en mode, waouh, ça en jette quoi. Voilà quoi. C'est surtout ça. Bon, un peu de sport, un peu de bringue et un peu de chill quoi. Ok. Et pour terminer un petit peu sur vraiment le pays de Singapour à proprement parler, en dehors de ton métier, je me souviens que tu nous parlais à l'époque de plusieurs choses. C'était la comparaison entre la France et Singapour. Je voulais que tu nous parles un peu de la sécurité sur place. Parce que je sais que enfin, il me semble que c'est très carré. Ouais. Généralement, il n'y a pas énormément de délinquance. Ouais. Euh, les gens savent où se placer. Mm. La police est là. Mm. Et j'aimerais que tu nous parles des chiens robots en même temps. Le chien robot. Allez, c'est parti quoi. Vas-y, raconte-nous un peu cette sécurité. Donc, alors bon, Singapour, bon, allez, il me semble que c'était dans les années 80. Et il me semble que c'était dans les années 80. Singapour, c'était un pays où il y avait vachement de gangs. D'accord. C'était vraiment. Les Yakuza. Ouais, c'est le ghetto, quoi. C'était vraiment le ghetto. Ouais. C'était vraiment la zone, quoi. Et ils ont vu qu'ils voulaient que, vu que c'est un petit pays, ils n'ont pas aucune ressource et tout, ils voulaient accueillir de l'étranger, quoi, des fonds d'investissement étrangers et tout ça pour développer le pays, quoi. Donc ils ont durci le truc bien comme il faut, quoi. Donc en gros, tous ces gangs ont disparu et maintenant la prison facile, quoi. Donc la moindre petite bêtise, 11 pour les Singapouriens. Même pour les workers ou les foreigners comme moi, tu dégages. Tu dégages. Coup de bâton. Et tu dégages. Ouais, là-bas, il y a encore les Mais châtiments. quand tu parles de coup de bâton, c'est vraiment premier degré. Coup de bâton. Oui, t'as encore des châtiments corporels là-bas. Bon, après, c'est pas parce que t'as grillé un feu rouge, tu vas prendre un coup de bâton. Non, non, non. Voilà, t'as fait un truc assez grave Oui. quand même. T'as ils t'envoient en 11, t'es jugé, t'envoies en 11 encore une fois, tu prends tes 5, 2 coups de bâton, 5 coups de bâton, 10 coups de bâton. Oui, ça existe encore là-bas. Et la peine de mort aussi existe. Voilà là-bas. ce que j'allais dire, la peine de La mort. peine de mort existe aussi là-bas. Donc là-bas, tout ce qui est trafic de drogue et tout ça, cherche pas. Ils t'envoient en 11, jugement, peine de mort directe. Même pour de la drogue. Pour la drogue, c'est simple. Tu en as sur toi. Et même, tu sais, pas, t'es consommateur ou t'es. Oui. Mais dans leur loi, la limite, elle est tellement faible Que même si t'es forcément- consommateur et que t'as un petit bout, je sais pas moi, une forcément- barrette de shit sur toi, forcément, t'es trafiquant. Quoi, et allez, et c'est limite peine de mort. c'est pas limite, c'est 9 cas sur 10, c'est peine de mort. Quoi. Ok. Ouais. Mais ils font pas la peine de mort sur la place publique devant tout le Non, monde non, quand non, même. c'est caché, c'est à l'intérieur de la prison, ils font ça, ils te pendent et puis voilà. Quoi. Oui, parce que c'est la pendaison de ce que j'ai compris là-bas. D'accord. Ils te pendent et puis voilà, et basta. Et on n'en parle plus. Quoi. Donc c'est ultra. Donc du coup, ouais, ils ont fait une grosse. Ils ont nettoyé un peu quoi D'accord. l'atmosphère là-bas. Et maintenant, donc Singapour, c'est vraiment un pays où vraiment, moi en tant que mec, je me balade où je veux, mais vraiment où je veux. Je peux avoir mon portefeuille à la main, mon téléphone à la main, en avoir rien à péter, le mettre sur une. Par exemple, je vais en terrasse, je pose mon portefeuille et mon téléphone, mes clés, ce que je veux, sur la terrasse. Je vais aller fumer une clope, je vais aller acheter un truc. Je reviens aller 15 minutes plus tard, il y a tout qui est là. Mais ça, c'est ça qui est fou. Parce que je te donne l'exemple. Il y a une semaine, j'ai dîné au restaurant avec des amis. Et en fait, il y avait une amie qui avait posé son téléphone en bord de table. On était en terrasse, Ouais. vraiment côté rue. Et il y avait une amie qui avait posé son téléphone en bord de table. Et en fait, on discutait. Et je lui ai dit, soit tu prends le téléphone dans ta poche, soit tu le mets de l'autre côté restaurant. Ouais. Je sais parce que il est minuit. Côté trottoir, hein, c'est marrant. Tu vois, oui. Et toi, tu me dis qu'en fait, tout va bien. Là-bas, nickel quoi. Pareil, même pour la sécurité vis-à-vis des femmes. Vraiment, la sécurité vis-à-vis des femmes, c'est que. Bon, allez, c'est peut-être des clichés que je vais te donner quoi. Mais moi, j'ai le souvenir à l'époque, quand on était ado ou quand on était jeune adulte quoi. Quand tu sortais, tu vois, il y avait des jolies filles dehors et tout, habillées sexy quoi. Bah, tu avais toujours des mecs qui étaient là vraiment à leur casser les noix, quoi, tu vois.
Tu sais, Sûr. aller siffler, tout Ouais, ça. ouais. Oh. Bah, à Singapour, ça, t'en auras vraiment léger, mais il y a une limite. Donc, si la fille, elle pète un plomb, elle dit, toi, j'appelle les flics maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Il y a plus rien. Donc, les meufs, enfin, les femmes, sont surprotégées là-bas. Et c'est ça qui est bien, quoi. Oui. C'est que par exemple, t'as certains quartiers de Nice, on est d'accord. Certains quartiers de Nice, le soir, t'es une fille toute seule, tu vas rentrer chez toi, tu marches pas tout seul dans la rue. Il y a certains endroits, c'est un peu Bien craignos, sûr. quoi. Là-bas, tout le monde marche, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. Ils ont peur de rien, quoi. C'est tellement protégé, c'est voilà, quoi. Et pendant le Covid, voilà. Ok. Donc c'était vraiment une sorte de prison, quoi. C'était vraiment, tu peux sortir vraiment dans certaines conditions, etc. Sachant que c'était l'un des pays qui a eu le moins de cas au monde. Ouais, un des pays qui ont réussi, qui l'ont géré le mieux, on va dire. Mm. On a eu beaucoup de cas, mais moins que la France, moins que tout ça, quoi. Mhm. Mais ils l'ont géré et ils ont eu un taux de vaccination assez rapide, à une vitesse D'accord. phénoménale. Et ils étaient arrivés à un stade où ils avaient lâché le chien robot dans les parcs. Donc le chien robot, c'est le même que dans la série Black Mirror. Oui. Ouais. Exactement. Ouais, bah. Vous regarderez, mais il y a un épisode Black Mirror où Il y les a un chiens robots. chien robot. Bon, c'était des chiens robots un peu tueurs. C'était des policiers un peu tueurs. Hein. Voilà, C'était bon, un peu bizarre. là, à Singapour, c'est pas des tueurs, mais c'est des chiens robots policiers. C'est Ouais. Rex. Et en fait, ils se baladaient, ils lâchaient ces robots dans les parcs surtout pour voir en fait les gens s'il y avait une certaine distanciation sociale. Ah oui, mesurer la distance. Mesurer la distance, donc le chien il voyait directement et s'il y Si avait c'était à moins d'un mètre, s'il y avait deux personnes qui étaient trop côte à côte, et ben le chien il leur disait bon. il aboyait. Ouais, non, Il parlait. Il parlait. Ouais. Mais c'était quelqu'un qui parlait en direct ou c'était Je crois enregistré? que c'était message enregistré. Ok. C'est message enregistré. Mais ouais, il y en avait. Mais c'était filmé, enregistré et tout ça finalement. Ouais, c'était filmé, enregistré, et puis voilà quoi. Et bon, il n'y a pas que le chien robot, après, même à l'aéroport, hein, t'as une sorte de. À l'aéroport, et même t'as certains endroits dans le pays, quoi. J'avais dire ça dans la ville, quoi. Oui. Parce que c'est tellement petit. Parce que finalement, le pays c'est Singapour. Singapour. Et la ville c'est. Singapour. Voilà. Ouais, c'est comme Monaco, et t'as Monaco. Voilà. Et ouais, en fait, surtout dans le centre-ville, en fait, là où t'as le quartier d'affaires, etc., c'est que t'as des petits R2D2. Enfin, moi, je les appelle les R2D2, quoi. C'est des petits robots, là, marqués Cisco. Cisco, bon, c'est le nom d'une D'accord. police municipale, on va dire. Et pareil, qui se balade sur le trottoir et qui filme. Et s'il voit quelque chose de pas bien, il va t'arrêter, il va te dire. Mais ce qui est marrant, c'est que tu fais ça en France. Tu mets une claque au robot, voilà, tu te barres en coin. Mais là-bas, ils ont peur parce que, tu sais, justement, ça te prend en photo, quoi. Oui. Tu sais, ça te filme. Et là-bas, ils te retrouvent. Oui, tu peux être sûr que le lendemain t'es retrouvé. Le quoi. lendemain, ils savent où t'es, quoi. Ok. Donc voilà, quoi. Les mecs, ils filent droit, quoi. Ok. Voilà. Ouais, bah finalement c'était une belle anecdote, c'est sympa ce truc. C'est sympa. Bon, ouais, après, je pense que quand tu vois t'es en train de faire ton petit footing et t'as le Rex, Rex Qui te court derrière. le Rex policier robot. Attention, distanciation sociale, faites attention. Ça va être pas cool, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bon, écoute, on va terminer ce podcast. Je vais te poser encore quelques questions d'ordre un peu pratique pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Quel conseil donnerais-tu, maintenant avec ton expérience, à des jeunes ou même à n'importe qui voudrait s'expatrier? Allez-y. Faut pas avoir peur. Des échecs, il y en a toujours. Ça va être compliqué. Mais si vous avez un rêve, faites-le, quoi. Donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. N'ayez pas peur. Et vous verrez que 90% du temps, ça se passera bien, quoi. Ok. Voilà. Et quelles sont certaines erreurs que tu as pu faire et qu'il faudrait éviter justement sur place ou justement dans ces démarches-là? Est-ce qu'il y en a? C'est que bon, je vais parler de Singapour parce que c'est ce que je connais le mieux, quoi. Oui. Je vis là-bas maintenant, quoi. C'est que la bureaucratie, quoi. Là-bas, ils sont carrés, quoi. Ils sont carrés. Bon, on a du sang, on a du sang latin, quoi. Oui. Ça va, je le fais demain, on s'en bat les couilles. C'est un truc comme ça, quoi. Ah non, là-bas, c'est. Et au début, je l'avais un peu, ce truc-là, en mode ça va, tu vas pas me gaver pour ça, quoi. Et non. C'est pour ça, avant de partir dans un pays, toujours se renseigner sur les do and don'ts, comme ils appellent. Et
Et voir, avant de dire quelque chose et agir comme à la maison, voir comment ça se passe d'abord. Ok. C'est tout. Et c'est une des erreurs que j'ai fait au début, c'est en mode ça va, c'est relax. Ah non, c'est pas relax. Ouais, c'est pas relax. Ouais, Et tu l'as appris après. Surtout quand tu parles aux autorités, c'est pas très relax. Quoi. Le mec, il te regarde, ils te le font comprendre. Quoi. T'es pas chez toi, mec. Eh ben ouais, je comprends. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup, Christophe. Et bah de rien. Franchement, Merci à les toi. amis, vous savez pas, Christophe, c'est comme mon frère. C'est pour tout vous dire, C'est des années et des années, quoi. ça fait Facile 15 ans. Facile. même plus Attends, en fait. Plus. En fait, j'ai calculé parce qu'effectivement, on se connaît à peu près. La CM, ça la fait CM2. 22 ans. Je l'ai calculé parce que je devais justement faire le calcul pour notre ami qui se marie. Ouais. Et ça fait 22 ans. Ouais, facile. La Ce qui se passe, c'est qu'on primaire. on était en primaire. Pour être franc, on a toujours été dans la même école, mais jamais dans classe. jamais dans la même classe. Mais il habitait au-dessus du bureau de mes parents, où il travaillait. Et donc, en fait, on faisait la route ensemble le soir. On n'était pas dans la même classe, mais on avait les mêmes profs. On faisait des trafics de trottinettes aussi. Des pièces détachées. Pièces détachées trottinettes. De trottinettes. Trafic de trottinettes à l'époque. On avait finalement quasiment les mêmes devoirs, donc on les faisait ensemble. J'allais chez lui le soir avant que mes parents finissent de bosser. J'allais chez lui. Ouais, on descendait en bas au bureau et puis voilà quoi. Où on descendait chez mes parents et on faisait ça et on traînait un peu dans le quartier, comme on dit. Donc je suis vraiment très content en fait de qu'il soit là, qu'on se voit qu'une fois par an et d'avoir pu échanger avec toi. J'avoue aussi que pendant cet entretien, j'ai appris des choses que je ne savais pas de toi, tu vois, certaines anecdotes. Et pour tout vous dire, même ton métier en lui-même, vraiment ce que tu fais, ce que tu faisais, finalement, j'ai l'impression de le redécouvrir, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment inspirant pour les gens qui ont envie de s'expatrier et puis d'apprendre aussi à connaître un peu ce métier. Après, voilà, je m'exprime un peu d'une manière assez particulière. Mais c'est pas le très, but. très clair. C'est vraiment... Mais non, ça a été très clair et c'est justement le but, c'est qu'on puisse être détendu, parler de toi, des avantages, des inconvénients de ton métier. Ça peut donner aussi des vocations à certains parce qu'on voit que le parcours est assez atypique. Tu as fait toute la France pour plein de choses. Et donc ça peut peut-être donner des envies à plein de gens. Donc vraiment merci d'avoir partagé ce moment. Bah, merci à toi. Merci à toi surtout. Voilà. Tu repars bientôt. Et lundi. Alors pour tout vous dire, je sais pas trop, mais là en ce moment, au moment où on enregistre, on est tout début juillet. Ouais. Et t'as pris un mois de vacances, c'est ça ? Dans un donjon. Le donjon. C'est vrai que ça fait un peu donjon l'endroit où on est, mais en tout cas c'est assez atypique et c'est assez sympa d'enregistrer dans cet endroit-là. Ouais, ça donne du cachet, on va dire. Ouais, non, c'était vraiment très bien et pour une première expérience, je trouve ça vraiment très bien. Donc peut-être à refaire dans d'autres endroits, me déplacer un petit peu vers les gens et ça suit. Et donc là, t'as pris quasiment tous tes congés. Tous mes congés de l'année. Un mois de vacances finalement pour venir ici l'été, voir un peu la famille, les amis. C'est ça. Et là, on va justement profiter maintenant. On a encore 3-4 jours ensemble. On va profiter du mariage de notre pote. On est vraiment le noyau dur tous les trois. Ça va être bien. Voilà, on va en profiter. On en parlera dans une nouvelle émission justement du mariage avec notre ami. Et en tout cas, voilà, je te remercie vraiment. C'était vraiment sympa. C'est moi qui te remercie. Et puis peut-être une prochaine fois pour d'autres sujets. Hein. Toujours, il n'y a pas de problème. Ouais. Y a pas de problème. Super, je suis trop content. Donc, les amis, nous voici maintenant à la fin de cet épisode spécial d'Un jour une profession. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'écouter Christophe nous parler de son expérience d'expatrié, de ses motivations à quitter la France, à son intégration réussie dans la vie et le travail à Singapour, et son parcours est véritablement inspirant. Nous avons entendu comment il a relevé les défis liés à une nouvelle culture et à la barrière de la langue, et trouvé des opportunités professionnelles enrichissantes. Et il a construit une nouvelle vie loin de chez lui. Les conseils pratiques et les anecdotes partagées sont des ressources précieuses pour tous ceux qui envisagent de s'expatrier. Merci beaucoup encore à Christophe pour ce partage authentique et enrichissant. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne JMV Réflexion sur toutes les plateformes audio, et même YouTube, et de vous abonner à notre page Insta et de nous laisser vos avis. Partagez ce podcast avec vos amis et votre famille.
Et restez connectés pour de nouvelles histoires inspirantes dans nos prochains épisodes, où chaque personne a quelque chose à nous apprendre au travers de son expérience. Nous espérons vous retrouver prochainement pour un nouveau voyage à travers les parcours de professionnels d'exception. Je vous laisse avec cette pensée, résumant notre moment passé ensemble. L'expatriation est un voyage intérieur autant qu'extérieur, où l'on apprend autant sur soi-même que sur le monde. Merci et à bientôt les amis.